Et bonsoir à tous. Bonsoir Eve, bonsoir Antoine, bonsoir Alexiane. Comment allez-vous? Salut tout le Bonsoir. monde. Ça va, Salut! merci. Bonsoir également au chat, bonsoir également à YouTube, aux gens qui nous rattraperont plus tard en replay. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous pensez à boire ces fortes chaleurs. Je ne sais pas si vous avez souffert de la chaleur de votre côté. Euh, Comment ça va? Comment ça va Alexiane? Comment ça se passe du coup la dernière fois tu nous avais dit que finalement la saison d'été c'était assez occupé pour toi, pas mal de candidats qui se préparent pour leur rentrée. C'est toujours le cas? Comment ça va? Ouais, c'est ça, toujours le cas, toujours beaucoup de futurs diplômés là, qui auront leur diplôme courant septembre et qui vont chercher leur premier CDI, donc ça avance tranquillement mais sûrement. Ok, super. Et toi Anton? Bah écoute, on survit, hein. Il fait chaud, il fait Ah beau. ouais, bah ça. C'est trop chaud. Mais ça va avec la ventilation, on supporte, hein, Ouais. malgré ces grosses températures. Des vacances prévues bientôt ou pas? Ouais, au mois d'août, là, il y aura 2 semaines bien méritées où on va pouvoir se reposer un peu, voir les parents, aller un peu en Normandie, ce genre de choses. Ok. Et Ce sera sympa. quelques technos sympathiques que tu regardes un petit peu en ce moment sur ton temps libre ou Ouais, j'essaie un peu comme toi d'ailleurs, de regarder Nest.js et Vue 3. Vue 3 qui a Yes. pas mal de changements. Voilà, je travaille aussi sur un petit projet perso, donc enfin, j'essaie de trouver le temps en tout cas. Mais ouais, c'est principalement là-dessus que je passe mon temps libre. Ok, ok, super. Alors, donc vous connaissez déjà Antoine, qui est développeur full stack et qui est déjà intervenu dans l'émission. Vous connaissez également Alexiane, qui est chargée de recrutement et qui vous a un petit peu éclairé sur toutes les ficelles et les bonnes astuces les dernières fois pour trouver votre premier poste. Et ce soir, on a une troisième invitée pour la première fois dans Play the Dev, qui est Eve. Bonsoir Eve. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Euh, Super. Eve, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots du coup pour les viewers qui ne te connaissent pas et dire un petit peu ce que tu fais, tout ça, puis on t'interviewera un petit peu parce que tu es une personnalité qui m'inspire beaucoup en tout cas à titre perso et j'ai pas mal de choses à te demander. Je pense que ça va intéresser aussi les personnes qui nous regardent. Mais voilà, déjà en quelques mots un petit peu, qui es-tu? Bah ouais, avec plaisir. Bah, salut tout le monde, moi c'est Eve, j'ai 34 ans et ça fait 2 ans que je suis sur Montpellier pour diriger ce qu'on appelle un cabinet de conseil et du coup de recruter, de manager et de fédérer autour de nous des ingénieurs informaticiens pour nous aider sur des projets clients et chez des projets chez nous dans notre entreprise. Donc tu recrutes des devs quand même, beaucoup. Oui, oui, principalement, effectivement, Principalement des devs, ouais. je recrute des développeurs, mais aussi ouais, des chefs de projet. Il y a parfois aussi des développeurs qui se sont pas spécialement épanouis dans ce qu'ils font et du coup souhaitent basculer vraiment sur le fonctionnel. On les accompagne aussi du coup sur la bascule de product owner ou scrum master ou encore de la MOA. Et inversement, des personnes qui peuvent être peut-être product owner et qui ont envie de rebasculer sur de la technique. Et donc, on les accompagne vraiment dans tous ces virages de carrière sur le court, moyen et long terme. Ok, ok. Alors, donc ce soir, on a deux sujets principaux dont on va traiter. Le premier, c'est un petit peu les sujets de la confiance chez le développeur, qu'on a un petit peu introduit, si vous avez vu sur les fils Twitter. On va notamment parler de tout ce qui est syndrome de l'imposteur et la remise en cause qu'on a en tant que dev dans la carrière. Et je pense que votre avis aussi en tant que RH, puis même, enfin, AF, je sais que tu suis la carrière de certains aussi consultants avec qui tu travailles. Donc tu connais un petit peu leurs angoisses, leurs inquiétudes au quotidien. Donc je pense que ça sera assez intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Et puis il y a un deuxième sujet qui me tenait à cœur, vous le savez si vous suivez un petit peu le stream et la chaîne, c'était notamment le sujet des femmes dans le dev. Mais avant d'aborder tous ces sujets-là, on va faire j'ai quelques questions à te poser et je pense que le chat en aura également. Alors, parce que tu ne viens pas de la tech à la base, c'est ça? Oui, alors pas du tout. Moi, j'ai plutôt des études autour des sciences politiques, de la diplomatie, de la communication internationale, interculturelle. Ça m'est tombé dessus parce que en fait, l'entreprise finalement m'a trouvé et m'a tout appris sur le tas. Donc, faut savoir qu'on est spécialisé en système d'information et historiquement en finance de marché. Donc, j'ai appris ce domaine fonctionnel et également du coup l'informatique. Alors, pas autant que vous tous, mais en tous les cas, voilà, ça fait 7 ans que je manage des développeurs principalement et que je les accompagne. Donc, j'ai pu
Et j'espère avoir un background, même si c'est un éventail de connaissances sur tout ce qui touche au développement, de l'infra, au back, au front et tout ce qui touche les systèmes d'information en général, en tout cas. Ok. Mais comment Donc ça s'est rien à passé? voir, voilà, avec Ben ouais, et alors mes comment ça études s'est passé justement initiales. cette bascule? Parce que ben, on passe pas fort. Alors c'est vrai qu'il y a des passerelles entre la finance et l'informatique, parce que ça c'est évident. Mais comment on passe d'études plutôt politiques, géopolitiques, diplomatiques, à se retrouver à ton poste, ton rôle de directrice d'agence dans une entreprise de services numériques? Enfin, c'est quoi un petit peu ton cheminement? Bah, le cheminement, c'est une excellente question. Alors, si on veut vraiment repartir entre mes études et l'entreprise dans laquelle j'étais avant, je donnais des cours d'anglais pour les jeunes enfants et puis je gérais différentes agences de centres éducatifs en fait de cours d'anglais avec de la formation, des inscriptions, finalement une partie assez commerciale où il fallait également créer des produits de vente pour vendre des stages d'anglais ludiques aux enfants, etc., et à leurs parents, bien sûr. Et puis j'ai finalement créé pour cette entreprise des marques, des nouveaux produits qu'on pouvait encore une fois vendre. Donc, rien à voir, j'ai juste basculé en fait euh, dans les cours de langue parce que j'ai eu la chance de partir 5 ans aux États-Unis quand j'avais 17 ans et j'y suis restée très longtemps. Et donc, j'aimais beaucoup l'éducation. J'ai donné des cours de français aux États-Unis. Et quand je suis revenue à Paris, eh bien, cette opportunité chez les petits bilingues, si vous avez des enfants et vous voulez des cours d'anglais, voilà, m'a donné cette opportunité-là, puisque j'étais bilingue, que j'avais déjà donné des cours. Et puis finalement, l'entreprise m'a missionnée pour faire pas mal de choses. Et il y a eu cette partie commerciale qui est arrivée chez moi. Mais vous allez me dire, on n'est toujours pas dans l'informatique. Donc, étrangement, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt l'entreprise dans laquelle je suis qui m'a trouvée et qui m'a tout appris. Donc, la bascule, elle a été faite grâce à Meritis, si je peux le citer, et puis Ouais. qui m'a finalement tout appris, qui m'a porté et qui m'a fait évoluer jusqu'au poste de directrice. Mais vraiment, la source d'information première, ben, ce sont justement nos ingénieurs qui nous apprennent tout. Il faut avoir une certaine curiosité, et comme vous l'avez tous, j'imagine, et s'intéresser réellement à ce que vous faites, à votre travail au quotidien, ce que vous avez appris à l'école, ce que vous allez mettre en application chez nos clients ou chez nous. Et du coup, ma formation, elle s'est faite vraiment auprès de nos consultants et de nos développeurs. Donc, je vais chez les clients, je regarde, bah, je suis un peu au-dessus de leurs épaules en leur disant, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait l'application? C'est quoi la stack technique? Comment tu organises ça? Comment ça marche derrière? C'est quoi l'architecture? Donc, souvent, je demandais à ce que nos consultants me dessinent un petit peu les architectures de leur application, etc., etc. Et puis pareil, leur demander bah, quelle est ta veille technique aujourd'hui? Tu regardes quel type voilà, est-ce qu'il y a des magazines, des blogs, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'intéresse? Et en fait, donc, je ne fais que puiser toutes les connaissances de nos collaborateurs et qui m'apprennent tout. Voilà. Et comparé à vous, non, je ne fais pas de coding game le soir à 22 heures ou Ouais, alors on fait pas trop euh, des coding games le soir à 22 non, heures. non, mais je Mais sais que en, j'ai beaucoup de candidats qui ont envie de développer leurs applications un peu à ouais, côté pour faciliter leur vie au quotidien et qui sont vraiment passionnés. Donc, ouais, voilà, moi, je ne code pas pour information, mais en tous les cas, voilà. C'est comme ça ouais. que j'ai tout appris, c'est en puisant chez nos consultants Ok. qui ont envie de partager. Bah, et alors, enfin, parce que du coup, si tu es resté aussi longtemps, c'est que ça te plaît, en fait, j'imagine. C'est quoi qui te plaît? C'est quoi les meilleurs aspects du métier pour toi? Enfin, qu'est-ce qui te fait vibrer tous les jours et qui fait que tu as toujours cette envie de continuer, de démarrer des nouvelles choses, enfin, et d'aller encore plus loin, quoi. Bah déjà, on est sérieusement dans un secteur qui s'arrête jamais et qui change tout le temps. Et donc, ça peut peut-être faire peur à certains et en même temps, justement, être hyper stimulant parce que faut, entre guillemets, tout le temps faire des mises à jour, quoi. Donc, il faut se renseigner sur ce qui va sortir, sur les nouvelles versions des choses, sur tout ce qui est nouveau pour nos consultants et ce sur quoi ils ont envie de travailler ensuite.
Nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que nos devs s'épanouissent chez nous. Donc, il faut absolument écouter un peu, un peu, pas du tout, il faut écouter totalement leurs ambitions, ce sur quoi ils ont envie de travailler, que ce soit tant sur une techno qu'un secteur, des projets sur lesquels ils ont envie de travailler, si c'est from scratch, si c'est, je dis n'importe quoi, à destination, un projet à destination, enfin, à l'international ou plutôt un client plutôt dans le green IT, dans l'écologie. Donc en fait, l'idée de base, c'est vraiment de répondre à leurs envies et d'aller chercher des clients qui comprennent notre façon de travailler et qui ont aussi, eux, envie d'accompagner nos devs dans leur évolution et d'arriver du coup à connaître de manière non intime, mais en tout cas très proche de nos collaborateurs pour vraiment connaître leur histoire, connaître leurs compétences, leurs envies et la réelle valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir apporter à un client. Et du coup, de bien connaître ses collaborateurs, ben moi, ça me permet sérieusement de parler à mes clients de un Florent, un Romain, une Nathalie, etc. Et Alors, tu as mentionné de finalement leur... l'aspect Green IT d'ailleurs dans le chat. Tu as déjà des réactions très très enthousiastes dans les conversations, je peux te dire. Ah, mais j'ai pas vu. Vous savez, je suis moins douée que vous. Non mais alors Twitch c'est une habitude et je veux dire je pense qu'au début par exemple Alexiane aussi Play the Dev, oh là là j'aime bien parce que l'émission s'appelle Play the Dev et du coup Soon qui nous dit qu'il faudrait renommer Play the Dev comme voilà comme toi. Eh, yes, c'est bon ça. Je suis d'accord. Et alors, du coup, parce que ça va faire un petit peu écho à notamment les juniors que je vois beaucoup sur le stream et à côté en coaching, etc. Tu disais effectivement, bah, le milieu de l'informatique, c'est quand même un secteur prometteur, etc. Et pourtant, moi, j'ai régulièrement quand même des gens qui viennent à moi qui sont un petit peu inquiets parce qu'il y a eu la crise du Covid, on a la crise ukrainienne qui a quand même aussi provoqué un choc économique, il ne faut pas se leurrer non plus. Est-ce que c'est, alors ça fait faire un petit peu écho à une des questions qu'on posait dans le premier Play the Dev, est-ce que c'est une bonne situation dev? Est-ce que c'est toujours une bonne situation de ton point de vue dev? Dev, moi ou Alors, Dev M. le métier de développeur, est-ce que c'est toujours une bonne situation en 2022? Est-ce que c'est quand même, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ou est-ce que c'est surfait et en fait on est quand même dans une position confortable? Qu'est-ce que tu en penses? À vrai dire, je n'étais pas spécialement au courant qu'il y avait peut-être ce type d'inquiétude. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Être développeur aujourd'hui, c'est le métier. Si ça vous passionne, si ça vous plaît, ou je pense que vous trouverez toujours chaussures à votre pied, des projets sympathiques, des clients qui ont besoin de vous. Je vous en y aviez peut-être parlé avant, mais si vous ne le savez pas, vous êtes très demandé dans toute la France, dans le monde entier, à vrai dire. Donc, les entreprises sont toujours, toujours en demande de développeurs. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Et si vous aviez des doutes, en tout cas, et je ne sais pas si je loupe quelque chose, une information, mais non, ça a provoqué, alors la crise du Covid a eu un rapide stop de peur des clients. Donc il y a eu un stop, comme tout le monde, à lever les mains et dire, mais on arrête tout, on cut le budget, on arrête le projet, on sort tout le monde, j'ai plus besoin de vous. Et puis en fait, c'est revenu vraiment quelques mois après. Où on a pu, comme vous le savez, développer tout ce qui est télétravail, outils collaboratifs à distance, et où nos clients ont découvert qu'on pouvait aussi travailler à distance. Donc ça a même, j'ai envie de dire, ouvert beaucoup plus d'opportunités géographiquement dans la France entière et dans le monde. Alors, je vais te donner des réactions Euh, comme dans le chat. J'ai Matt Games notamment qui me dit qu'il a toujours entendu ça, mais qu'un entretien d'embauche, c'est pas forcément ce qui transpire.
Et moi, j'ai un autre retour, c'est qu'effectivement, par exemple, après le Covid, je me souviens que les petites et moyennes ESN s'en sont très bien tirées parce qu'au contraire, il y a eu, comme il y avait beaucoup de services numériques qui devaient se mettre en place parce que ben, on est en full télétravail, donc ça a généré pas mal d'opportunités. Il y avait de la grosse croissance sur ces boîtes-là. Par contre, toutes les boîtes, toutes les entreprises qui étaient un petit peu plus grosses, qui dépendaient beaucoup plus, par exemple, de l'aéronautique, bon, c'est Carbus, ça a été très compliqué, par exemple, etc. Bah, par contre, ces entreprises-là, il y a eu beaucoup de comptes clients qui ont dû complètement fermer. Ça a été quand même un petit peu plus difficile quand même, j'ai l'impression. Et je pense que c'est aussi ça qui donne cette impression parce que par contre, je sais que dans certains secteurs, les devs ont perdu leur boulot et enfin, en tout cas quand ils étaient en prestation, parce que quand je suis en CDI, c'est quand même un peu plus safe. Mais quand tu étais en prestation, bah, il y a eu un petit peu ce phénomène quand même. Donc, je sais pas. Euh, alors, je pense que ça touche ce qu'on appelle les grosses ESN Ouais. historiques qui sont énormes en fait. Donc effectivement, lorsque un secteur entier ferme, il y a nos concurrents qui sont beaucoup plus grands et qui n'ont rien à voir avec notre business model, qui ont effectivement, qui se sont séparés de vraiment beaucoup de gens. Et la différence, je peux pas vous dire si moi j'aurais fait la même chose si j'étais dans la même situation parce que il y a des grandes entreprises où ils sont 10 000 consultants. Enfin, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais où c'est un gros volume et donc c'est important pour certainement pour eux économiquement de s'être séparés de personnes. Nous, notre état d'esprit, il est pas du tout comme ça. Certainement aussi peut-être parce qu'on est plus petit. Encore une fois, je ne sais pas ce que j'aurais fait si on était aussi gros que les autres et voilà, j'en sais rien. Mais nous, lors du Covid, on a absolument tenu à rassurer tout le monde. Lorsque nous, on recrute, lorsque je recrute en fait les personnes avec qui j'ai envie de travailler, eh bien, c'est parce que j'ai envie de travailler avec elles et j'ai envie qu'on fasse un partenariat sur le long terme, donc qu'il se passe ce type de crise. Nous, on a gardé absolument tout le monde, voire on a pu recruter exceptionnellement, pour vous dire, parce que l'important, c'est de trouver la personne avec qui on a envie de travailler, avec qui on a un coup de cœur, et on se dit, quoi qu'il arrive, je veux travailler avec cette personne. Et on a gardé absolument tout le monde. Alors, on a été subventionné un peu comme pas mal de secteurs avec le chômage partiel, etc., qui a été difficile. Mais comme je vous dis, nous, on a eu une crise client qui finalement a été courte et le chômage partiel qui était à 80%, puis 60, puis 50, eh bien, ça s'est libéré comme ça. Et du coup, on a vraiment eu cette rétention importante de talents et qui ont beaucoup apprécié l'accompagnement qu'on a pu avoir. D'accord. Mais je peux comprendre, mais dans ce cas-là, ça peut faire peur de partir voilà, du secteur de l'aéronautique, d'avoir été coupé, sorti de chez un client, etc. Normalement, bah, vous êtes malgré tout dans une ESN, donc en CDI. Et si malgré tout, eh bien, les personnes se sont fait sortir, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir encore une fois, et à toute la France et à l'international, et de trouver, encore une fois, enfin, l'entreprise qui convient et qui Mhm. subit Ok. beaucoup moins. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était une Non, réponse non, très très c'était claire. très très Après, exhaustif en tout cas. Alors je vais juste ouais. prendre deux questions qui sont dans le chat et après je te poserai une dernière question, on passera au premier sujet du jour ensuite. Soon qui nous demande du point de vue d'une directrice, est-ce que les juniors sont aussi les bienvenus? Il dit que sur Twitter il voit beaucoup de juniors qui ont du mal notamment, enfin, et même en région parisienne. Donc c'est toujours un petit peu l'angoisse aussi au niveau des juniors, hein, de se dire est-ce qu'on est les bienvenus, est-ce qu'on recrute des juniors. C'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé. Qu'est-ce que tu en penses toi sur cette question? Je pense que c'est pas faux, mais si on parle vraiment de consulting, enfin, il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'organiser ma réponse. C'est peut-être un peu plus simple quand on est junior de postuler directement chez des clients finaux. Parce que il va y avoir euh, chez eux une certaine, disons les choses comme elles sont, peut-être qu'ils vont avoir le budget pour un junior et qui ne vont pas pouvoir se permettre justement de recruter quelqu'un de confirmé. Et puis, ils vont réussir à vous former, vous faire évoluer
et, euh, et du coup espérer que vous restiez chez eux avec toutes les connaissances qu'ils vont vous apporter. Mhm. Ce qui peut être bien, c'est de peut-être commencer par là pour après avoir 1, 2, 3 ans d'expérience et après basculer vers le consulting. Mais l'un n'empêche pas l'autre et je vais y venir. Donc imaginons ce scénario-là. Une fois que vous avez effectivement ne serait-ce que 2 ans d'expérience professionnelle chez un client final, là, le cabinet va un peu plus vous ouvrir les bras. Pourquoi? C'est parce que vous êtes... c'est pas spécialement à cause du cabinet. C'est-à-dire que nous sommes sollicités par nos clients pour recruter des compétences qui vont pouvoir être utilisées dans l'immédiateté. Nos clients, s'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un d'autonome immédiatement, parce ils ont un projet qui soit commence, soit a commencé, et il y a des deadlines, et il faut y aller, et en fait, ils ont sérieusement besoin de quelqu'un qui va pouvoir rapidement euh, travailler et finir le projet de monsieur le client ou madame la cliente. Euh, ils sollicitent les cabinets pour dire là, j'ai vraiment besoin de cette personne-là qui va faire ça et qui va m'aider sur le projet. Mhm. Si ils avaient le temps, et il y a d'autres projets comme ça, s'ils avaient le temps sur un autre projet et que le contexte fait, ils nous, ils nous, ils nous solliciteraient pas du tout. Parce nos clients, ils ont également des recrutements en interne. Et comme je vous disais peut-être tout à l'heure, des juniors, où ils vont prendre le temps de vous faire intégrer l'entreprise, la culture d'entreprise, vous former, etc. Mais nos clients sollicitent les cabinets pour quelqu'un de tout de suite Ouais, prêt, opérationnel, rapidement. opérationnel et prêt à faire un projet où eux, ils ont la pression, etc., etc. Ouais. Ceci dit, et moi, c'est pour ça que je vous dis que l'un n'est pas impossible sans l'autre, enfin bref. Euh, Moi, ce que j'aime faire, c'est justement d'essayer de faire en sorte que les cabinets de conseil, les ESN comme nous, arrivent à recruter des juniors pour que nous, on arrive à les faire évoluer comme le ferait mon premier scénario chez un client final. Et là, par contre, ce que ça demande, c'est vraiment dans vos entretiens, justement montrer que vous faites beaucoup de veille, que vous entraînez tous les jours, vous avez fait une petite appli à côté de chez vous, que vous êtes curieux de tout et que vous vous fermez pas, je suis ouvert à tout, toutes les technos, tout. Moi, je veux juste apprendre grâce à vous, Madame la directrice. Go, go, go. Et si vous faites confiance à ce cabinet et inversement, ben, ça donne hyper envie et on se dit bon, ben voilà, on a quelqu'un qui a la tête bien faite, qui est junior, ok, mais qui a vraiment envie d'apprendre. Et donc là, on va se battre pour vous. Et je pense que peut-être la différence chez les juniors, ça va être ce peps et cette envie de vous, Ouais, je de vous comprends. donner un petit peu à votre chargé de carrière qui va se dire, mais en fait, je vais je vais me battre pour elle ou je vais me battre pour lui. Et là, on va vous former, vous faire évoluer. Mais il faut rester l'esprit ouvert dans le sens où, quand on est junior, il va falloir peut-être à ce moment-là toucher à tout. Soit les planètes s'alignent. Super, on a de la chance. La mission, si tu voulais du Java et de l'Angular, et la mission, on y arrive, et le client cherche un junior, enfin, coup de bol. Soit on se dit, ben, on va aller là où on peut, fais-nous confiance, on va commencer là-dessus. Ok, bah, ça commence par du test. Bah, ok, ça commence par binomer enfin, pas binomer, mais changer de langage, etc. C'est jamais trop l'idéal, mais Mhm. D'accord. malgré tout, ça arrive. Enfin, ça arrive pas mal et les évolutions se font très bien. Ok. C'est super intéressant et enfin, tu couvres le sujet vraiment de façon super extensive. J'espère que ça répond à la question. Je sais pas. Alors, je vais reprendre par contre parce qu'il y a un sujet. Alors, il y a la question de Monsieur Soutien dans le chat qui fait. C'est un sujet qu'on va traiter, le handicap dans le milieu du dev, parce que c'est un sujet. Je sais que ça touche pas mal d'entre vous dans le chat et c'est un sujet qui vous intéresse. Qui nous demande s'il y a des choses qui sont mises en place pour les personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés. Comment vous abordez un petit peu ces questions? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent déjà? Et comment ça fonctionne? Comment ça se passe pour leur intégration, etc.
Ouais, moi j'ai la réponse, mais peut-être Alexiane, je ne sais pas. Oui, je peux l'avoir aussi. Alors Ouais. déjà, comment ça se passe? Nous, il faut savoir que c'est évidemment pas quelque chose qui sera abordé en entretien, puisque ça n'a pas à rentrer dans le processus de recrutement. C'est évidemment pas un critère sur lequel vous allez être embauché ou discriminé, bien évidemment. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas parce que vous êtes RQTH que vous n'êtes pas apte voilà, à travailler, c'est juste que votre état de santé va nécessiter des aménagements. Vous n'êtes pas obligé de le dire en entretien, vous pouvez très bien ne pas prétendre à avoir le statut RQTH, mais si vous voulez bénéficier de certains avantages, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux le demander. Donc aujourd'hui, les avantages, vous avez les avantages un petit peu légaux voilà, que vous donne droit l'État et le droit du travail. Vous pouvez être prioritaire pour des formations, notamment. Après, il y a évidemment tout ce qui est l'aménagement du temps du travail en lui-même, avec du matériel adapté, une certaine flexibilité aussi dans les horaires de travail si vous devez vous rendre à des rendez-vous médicaux et ainsi de suite. Et on peut avoir après à côté de ça des avantages complémentaires, des primes qui peuvent être versées pour voilà, pouvoir combler un potentiel manque voilà, de matériel ou autre. Bon, je sais pas si ça répond à ta question, Monsieur Soutien, mais merci pour la réponse. Alexiane, alors effectivement, on a Matt Games a essayé, qui témoigne qu'il a essayé d'inscrire dans l'optique que tu décrivais Eve, mais qui a eu un petit peu de difficultés malgré tout. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il y a toujours des parcours individuels qui se sont faits dans la difficulté et dans la douleur. Nous, on essaie aussi, par le biais de la chaîne, du Discord, etc., justement de vous trouver des solutions pour aussi donner des pistes, etc. Mais je peux comprendre effectivement qu'il peut y avoir des parcours qui ont eu plus de difficultés, en tout cas. Alors, Après, si je peux me permettre, vas-y, ce vas-y, qui vas-y. peut être intéressant, c'est de vous rapprocher de personnes qui peuvent faire juste des petites sessions de coaching. Nous, c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien avec nos collaborateurs. Parfois, il suffit vraiment juste d'une belle préparation et de se rappeler ou d'être renseigné à comment on se présente de manière structurée, claire, pour qu'on arrive à se projeter dans votre environnement, dans les stages que vous avez pu faire, comment on arrive à mettre en avant des projets que vous avez fait à l'école, beaucoup mieux que juste voilà, dire ce qu'il y a sur son CV. Donc nous, on a vraiment une structure qui aide beaucoup nos collaborateurs à se restructurer dans un discours et surtout, ne jamais oublier quelle est la valeur ajoutée devant le client ou mon intervieweur à ce que je dise cette partie-là, à ce que je dis ça. Pourquoi, euh, enfin, déjà, voilà, tout simplement se dire quelle est la valeur ajoutée de rajouter ce petit détail que je vais partager avec mon intervieweur. Et puis aussi, avoir vraiment le courage de faire des pauses, le courage d'avoir des blancs en entretien. Je sais que ça peut être difficile, mais il vaut mieux réitérer la question de l'intervieweur, euh, réexpliquer ce qu'on a compris de sa question, prendre le temps, savoir dire je ne sais pas. Et puis, bien préparer les entretiens en amont, donc essayer d'avoir le maximum d'informations possibles, relire le job description, prendre les bullet points les plus intéressants, essayer de ramener un lien de commun entre votre expérience précédente et ce qui est proposé par le poste, et surtout le verbaliser. Un entretien n'est pas une description du CV, puisque votre client ou votre intervieweur a déjà vu votre CV. Donc, ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus loin, essayer un petit peu de créer le lien avec la personne en face de vous euh, et euh, et de réfléchir à, tiens, pourquoi elle me pose cette question? C'est jamais anodin. Chaque question d'un entretien, c'est pas anodin. Donc, faut avoir un peu l'habitude de se dire, tiens, je vais lire entre les lignes. Pourquoi elle me pose cette question? Euh, et, et, et avoir, voilà, des réponses qui vont être avec une prise de recul, un blanc et avec un peu une intro, une explication, un exemple et une conclusion sur chacune de ces questions. Si je peux vous donner quelques tips qui peuvent un peu aller plus loin pour construire un entretien un peu plus étoffé. Je parle un peu pour tout le monde finalement, j'allais dire pour les juniors, mais non, pour tout le monde. Voilà. Donc rapprochez-vous peut-être de ce qui de coaching qu'il peut y avoir peut-être à l'école ou moi je serais ravie de vous en faire un petit si vous voulez. Ok.
Bah, merci beaucoup en tout cas. Je sais pas si Antoine aussi, tu voulais un petit peu réagir à tout ce qui a été dit par Eve, s'il y a des sujets qui t'ont un petit peu sur lesquels tu voulais un petit peu donner un avis. Non, bah super intéressant en tout cas. C'est, ça fait pas mal réfléchir et même moi qui ai fait plutôt passer des entretiens, ça fait un moment que j'en ai pas passé moi-même en tant que candidat. Du coup, c'est toujours bien d'avoir des petites piqûres de rappel comme ça sur voilà comment se présenter, comment élaborer ses réponses. Non, juste top. Bah, Parfait, merci pour ouais. tous ces détails. Mais c'est cool parce que ça fait aussi écho à des sujets qu'on a déjà évoqués dans les précédents podcasts sur bah, comment se positionner en tant que junior, etc. Il y a pas mal de choses qui font écho, donc super. C'est comme si tout était lié. C'est ça, Hmm. tout est lié, tout est connecté. Alors, on va passer au premier sujet de la soirée, la crise de confiance chez les devs. Alors, la crise des confiances, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on va voir que ça revêt pas mal, ça recouvre pas mal de situations que je voulais un petit peu discuter, parce qu'on en avait parlé aussi lors des précédents épisodes. Tiens, par exemple, Antoine, tu es dev, Mhm. ça fait quand même Oui. pas mal d'années que tu es dans le métier. Mhm. Est-ce que malgré tout, ça t'arrive encore de douter de toi? Ah bah oui, bien sûr. Après, heureusement, c'est pas constant. Mais en fait, j'ai remarqué que, notamment quand tu fais des recherches pour soit un nouveau poste, soit une nouvelle mission, enfin bref, que tu fais un petit peu un bilan de tes expériences et tes compétences, ça peut être le moment, en tout cas moi ça a été mon cas, où tu peux commencer à douter, où tu te dis, ah, voilà tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait. C'est là où tu peux te comparer avec les autres aussi. Et c'est là où tu peux avoir effectivement des doutes, euh, des espèces de mini-crises de confiance sur, ah, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis sur tel ou tel techno. Est-ce que j'ai pas mis des œillères? Est-ce que je me suis pas un peu fermé? Est-ce que finalement j'ai vu autant de choses que je l'aurais voulu? Je pense que c'est un peu dans ces moments-là où tu peux effectivement avoir un peu des crises de confiance, comme tu dis. Ouais. Alors, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver à peu près tous les niveaux dans la carrière. Ça peut arriver un petit peu à toutes les étapes, genre en Mm. début, en fin de carrière, quand on est junior, quand on est senior, etc. J'imagine que Alexiane et F, vous, c'est quelque chose qui vous arrive souvent sur les candidats, enfin les consultants que vous suivez. Il peut arriver à un moment où voilà, il y a un petit peu une remise en cause de ses compétences qui parfois elle est justifiée. C'est quelque chose qui est très fréquent quand même, ou ça arrive de temps en temps dans la carrière, parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, je sais que c'est un sujet qui revient souvent dans les conversations des devs, où on se sent moins légitime à un moment, où on se remet en cause, en fait, alors qu'on n'a peut-être pas de raison de se remettre en cause à ce point, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous abordez un petit peu cette question avec vos consultants que vous suivez, etc. Vas-y, Eve, si Je vais tu veux passer. commencer. Ok. Non, moi, bon, pour dire la vérité, je l'ai pas beaucoup vécu, donc j'ai pas beaucoup accompagné de consultants sur cette crise-là. Par contre, si ça m'arrivait, enfin, ce qui est normal, c'est comme je le disais, pour commencer, ce qui est stimulant, mais aussi peut-être stressant, c'est que le secteur fait que il faut encore une fois être à jour tout le temps. Donc on peut avoir ce stress de être à jour, être dépassé, et de se dire mince. Je suis peut-être old school parce que j'ai pas du tout regardé la nouvelle version de vue et du coup je vais être dépassée, etc. Ou alors peut-être que sur le projet, bah, il y a un petit jeune qui lui justement arrive avec toutes les nouvelles versions et des nouvelles façons d'avoir appris, des nouvelles pratiques de code ou des nouvelles méthodologies. Donc euh, je l'ai pas vécu, mais moi je commencerai par dire que c'est complètement normal et naturel. Et que je lèverais ce doute-là, en tout cas, euh, et à partir de là, vraiment creuser le pourquoi. Donc, bah, un peu essayer de creuser tout simplement le problème, à savoir justement d'où ça vient, quoi. On peut pas jour et nuit se dire qu'on va coder pour toujours être au taquet et progresser. Voilà. Moi, ma réflexion, en tout cas, j'ai pas une réponse exacte comme ça, mais ce serait surtout de calmer la personne, de dire que c'est normal, d'essayer de creuser les pourquoi de la crise et puis après bah, d'essayer de faire l'étape des petits steps et se dire bon, par où on prend le problème et on commence par un petit truc et qui voilà, qui est pas dans l'urgence, on va prendre le temps de
et on va encore une fois l'accompagner avec les petits steps et pas la montagne pour dédramatiser. Mais peut-être qu'Alexiane a autre Alexandre, chose ouais. à ajouter. Ouais, je sais pas si j'ai beaucoup à rajouter. Je pense que voilà, comme l'a dit Eve, ce qui est important à comprendre, c'est surtout d'où vient cette crise. Est-ce que c'est parce que on a l'impression qu'en termes de compétences techniques, on est un petit peu en dessous, et à ce moment-là, on essaie de voir comment on peut peut-être former la personne, la faire monter en compétences. Et après, comme a pu le dire Antoine, l'autre problème qu'il peut y avoir, c'est plus cette crainte d'être bloqué sur voilà, un langage ou un framework ou peu importe. Où là, à ce moment-là, c'est important aussi de faire un travail personnel, de faire de la veille technologique pour essayer aussi de se tenir informé voilà, des nouveautés, voir ce qui se fait, de se dire bon, voilà, là, je suis sur du Java, je sais pas, du Java 7. Aujourd'hui, on est au moins à 18 et la plupart des clients sont à, je sais pas, 11. On va essayer de se renseigner de façon à pas arriver et être directement dans les choux. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment sur la durée. On est tous là pour en discuter et trouver les solutions les plus adaptées. Et alors, c'est vrai qu'en général, moi, quand j'ai des élèves qui me disent qu'ils ont pas. Alors, déjà, bon, il y a les juniors qui, effectivement, ont tendance à se dire ben, jamais je serai pris parce que je débute et donc personne ne va me faire confiance. Ça, c'est un petit peu la crainte de facteurs extérieurs, alors qui sont pas forcément réels, en fait, parce que ça peut être aussi une idée qu'on se fait. Mais parfois aussi, ça peut être qu'on ressent un petit peu. Vous avez eu des cas de clients, enfin, en tout cas de consultants qui étaient en poste chez des clients qui se sentaient mettre un coup de pression par le client parce que justement le client s'attendait à ce qu'il soit un petit peu plus à la hauteur. Est-ce que ça arrive souvent que vous ayez des retours de clients justement sur les niveaux de compétences des devs et des consultants qui vous disent qu'ils sentent la pression du client? Je cherche En des plus, toi, Eve. exemples très Ouais, parce que moi, j'en ai. concrets. Alors moi, j'ai pas de Bah, retour de client vraiment, mais je sais que un de mes clients, c'était en mode vraiment ultra pragmatique, c'est-à-dire que il donnait une sorte, enfin il donnait un ultimatum, genre c'est un mois, une fois après le recrutement d'un consultant. Si le consultant a pas fait ses preuves, le contrat est terminé direct. Je pense que tu peux parfois tomber sur des clients un peu fermés ou ultra exigeants et ça peut parfois mettre un peu la pression, je pense. c'est envisageable. Je pense que si tu l'as vécu, ça existe. On a eu aussi des Mm. clients très compliqués, mais nous avons décidé d'arrêter de travailler avec eux puisque nous prônons plutôt la bienveillance et l'accompagnement. Donc moi, c'est des choses que j'ai vues dans mon entreprise et ça fait 7 ans que je suis dedans, de décider avec l'entreprise de ne plus aller chez un client qui justement ne va pas bien traiter nos consultants. Et ensuite, j'ai vu effectivement, est-ce que vous avez déjà... J'ai une question con, il n'y a pas de question con, t'inquiète pas. Vous avez déjà rompu une mission ou un contrat d'un développeur qui n'était pas assez compétent. C'est jamais vraiment ça qui arrête en fait une mission ou un contrat. Encore une fois, on est vraiment dans l'accompagnement, dans la formation. Donc, ce qu'on va vraiment, vraiment attendre pour ne pas rompre un contrat, donc effectivement, peut-être qu'un client a été un peu déçu et que le niveau n'est pas là. C'est pas pour ça que, alors que nous, on a décidé de recruter ce consultant chez nous, pas chez le client, chez nous, le client est mécontent, très bien. On va faire en fait des points, beaucoup de points en one-to-one avec le consultant, one-to-one avec le client, et après en tripartie pour vraiment comprendre. Si vraiment la personne a pas le niveau, nous, on va pouvoir l'accompagner chez nous, on va sortir de la mission, on va refaire un bilan de compétences, on va voir avec le bureau technique comment on peut mentorer cette personne. Mais j'arrête un contrat à cause des compétences, non. J'arrête un contrat euh, à cause... euh, c'est surtout plutôt à cause de l'état d'esprit. C'est possible, parfois il y a des erreurs Manque de de volonté. casting. Mais quand justement on est encore dans cet apprentissage et qu'on n'a pas les compétences demandées, là il faut s'engager. Il faut s'engager ensemble parce qu'on a signé ensemble ce partenariat et on va t'accompagner. Par contre, il faut un engagement de ta part. Donc on refait le bilan de compétences et on va bosser. Et donc ça demande vraiment un effort fort et ça demande encore une fois que le développeur ait envie, soit curieux, se donne les moyens.
Et là, si j'ai quelqu'un en face de moi, en fait, qui ne fait pas les formations qu'on lui demande, qui ne veut pas aller chercher l'information, qui ne veut pas venir à l'entretien de compétences qu'on lui a demandé, ou qui voilà disparaît un peu et n'a pas suivi les formations que je lui ai demandé, l'état d'esprit il est pas là. C'est pas ça quoi. Et du coup là, je vais rompre un contrat qui pourtant et la source de base c'était le manque de compétences parce que le client pas content, blablabla. Donc encore une fois, euh, je n'ai jamais viré personne à cause d'un manque de compétences. Hmm. Déjà parce que en général, lorsqu'on fait nos entretiens, on vérifie quand même pas mal de choses. Et si on vérifie pas mal de choses, on vérifie encore plus l'état d'esprit. Donc moi, quand j'ai quelqu'un de motivé, de curieux et qui va se donner les moyens, je vais investir en cette personne. Mhm. Voilà, j'espère que j'ai avoir répondu à Non, la mais question. je Mais pense, je pense- j'ai pu entendre des histoires ailleurs où oui, Ah, pas, en fait, pas trop je d'accompagnement. pense qu'effectivement, c'est la bonne démarche d'un point de vue d'accompagnement du développeur parce qu'effectivement, ben, ça l'aide à ne pas faire. Par exemple, quand c'est une erreur de casting, ben, effectivement, c'est juste qu'il n'a pas été pris sur les bonnes compétences parce qu'il y a eu une erreur de profiling. Et du coup, je pense que c'est difficile parfois, par exemple, pour un consultant qui s'est retrouvé sur une mission où il n'a pas fait du tout ce à quoi il s'attendait et du coup, il est en difficulté parce que c'était pas vraiment ses compétences, de se dire comment est-ce que je vais réussir à rebondir. Après, ça m'amène un petit peu à la suite de la conversation, c'est qu'effectivement, on peut avoir des éléments rationnels qui nous font nous remettre en cause. On a une mauvaise expérience chez un client, donc on se pose un petit peu des questions. On a un petit peu un défaut de compétence, on a des difficultés sur un projet, et ben, ça nous fait un petit peu nous poser des questions. Mais parfois, c'est pas rationnel. Alors j'ai envie de te poser une question à toi, Antoine, parce que je sais qu'on a déjà eu cette conversation. Mhm. Est-ce que les devs, on n'est pas tous des imposteurs? Ah ouais. Alors explique-nous un petit peu le syndrome de l'imposteur justement. Bah tiens, Liwen en plus vient de l'évoquer. C'était vraiment le sujet suivant parce que c'est quelque chose, je pense que tous les devs l'ont vécu au moins à un moment dans leur carrière. Alors c'est quoi le syndrome de l'imposteur exactement? C'est alors, il me semble en tout cas que tu te sens pas à ta place, en gros, tu remets en doute tes propres compétences par rapport à un plus grand ensemble. C'est-à-dire, tu vas te dire, ah bah, je sais pas, c'est les autres ont fait mieux que moi, ou alors c'est grâce à l'entreprise que le projet a réussi, et tu vas pas directement te dire que c'est grâce à tes propres compétences. En tout cas, je le comprends un peu comme ça. Euh, c'est Moi personnellement, comme je te l'ai dit, je pense pas vécu de cette manière-là. Mhm. Je l'ai plus vécu en mode, effectivement, quand tu fais un bilan de tes compétences et que là, tu peux te comparer un petit peu avec les autres, qu'ils ont pu faire en tant d'années, ce qu'ils ont pu Ouais. sur les différents projets sur lesquels ils ont pu travailler, ce genre de choses. Moi c'est vrai que, la façon dont je l'ai surtout vu manifester, c'est tu as un développeur qui est dans le métier depuis par exemple pas mal d'années. Et il a passé la phase où il croyait qu'il était trop bon parce qu'en fait il a été confronté à la réalité. En fait il ne connaît rien parce que c'est la phase, c'est quand tu es dans l'apprentissage rapide, tu progresses rapidement. Donc tu te rends compte que ben, en fait tu as l'impression de conquérir le monde parce que tu avances trop vite. Et puis d'un coup tu te retrouves face à une difficulté, tu es confronté à des gens qui te font te rendre compte qu'en fait tu ne sais rien. Donc tu as la grosse crise de confiance. Et après petit à petit tu remontes parce que tu prends un petit peu la conscience qu'en fait il n'y a pas de bons développeurs ou de mauvais développeurs dans l'absolu, c'est surtout des compétences qu'on essaie de Mhm. cartographier. Et moi, par contre, la façon dont je l'ai vu surtout se manifester, c'est un développeur qui est un petit peu senior. Il a une difficulté sur un sujet auquel il s'attendait pas à être en difficulté. Il voit un junior qui arrive, qui trouve tout de suite la réponse, et ça le fait un petit peu se remettre en question et se dire, bon, en fait, je suis pas si bon que ça, et du coup, j'ai un gros salaire parce que je suis dev, et parce que j'ai beaucoup d'années d'expérience, et le client me fait confiance, il me donne des responsabilités, mais en fait, je me sens pas à ma place et pour assumer ces responsabilités. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Là, c'est le moment de gros doute. Ouais. Là, tu remets tout en cause. Je vois un peu le truc. Après, moi, je m'estime pas comme ayant assez encore d'expérience Mm. pour me prétendre. Voilà, je suis senior, j'ai un peu tout vu, je connais tout. Donc, je peux encore avoir la casquette de ouais, je suis encore en phase d'apprentissage. Mm. Du coup, ça passe encore. Mais sans doute que ouais, Ouais. ça peut arriver. Mais, Si je peux me permettre, dans votre métier, tu seras toujours, toujours, toujours en phase d'apprentissage. Et donc, Mm. la première qualité de tout développeur devrait être l'humilité et de justement savoir que ce sera toujours en mouvement.
Donc, il faut toujours être dans cet état d'esprit d'apprentissage et essayer de communiquer, même quand on est très senior et qu'on va justement onboarder d'autres ou mentorer d'autres personnes, montrer cette humilité, dire, mais tu sais, moi, je suis encore en apprentissage et je le serai toujours. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être dans tous les métiers et pour tout le monde un conseil, voilà, dans la vie de tous, mais vraiment particulièrement sur les développeurs. Et quand je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, qui est le plus important, je pense que ça devrait être une qualité première, effectivement, d'un développeur. La remise en question, l'humilité, dire aux autres que tu es encore en train d'apprendre alors que j'ai 18 ans d'expérience chez un grand client, tadadi, dadada. Euh, Et j'ai oublié ce que je voulais dire par la suite, mais malgré tout, je pense que c'est ce que tu as dit en disant, ben, tu vois, je suis pas encore senior assez pour dire que j'ai tout, que je sais tout. Et de toute façon, il faut l'enlever. Et si vous avez un développeur senior qui est comme ça, il va pas vous apprendre grand-chose, malheureusement. Voilà. Moi, je souscris complètement sur l'humilité. Le fait que l'humilité soit la principale qualité d'un dev, ça a toujours été au cœur de mon approche. Enfin, je pense que Bien c'est sûr. la chose la plus importante. Et effectivement, si vous êtes junior, effectivement, vous allez avoir un moment où vous allez progresser, vous allez apprendre beaucoup de choses d'un coup et vous allez vous sentir. Vous pouvez arriver à un stade où vous vous sentez tout puissant. Et ne pensez pas que vous êtes devenu. Enfin, moi, par exemple, effectivement, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les threads Twitter sur euh, apprenez ces 10 tips pour devenir un crack en JavaScript, etc. Non, c'est du pipeau. Vous n'allez pas devenir un crack en JavaScript. C'est des petites astuces qui vont vous aider à vous améliorer, mais faut pas que ça vous donne la grosse tête. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs d'articles de conseils, etc. comme ça, qui ont tendance peut-être à avoir déjà pris, à être dans cette phase où ils ont un petit peu gagné en confiance sur leurs compétences, et du coup ils se sentent légitimes à les partager, et ça c'est très bien. Mais du coup, ils donnent l'impression je suis devenu trop bon, et voilà comment vous pouvez devenir trop bon, sans se rendre compte qu'en fait ils sont leurrés sur leurs propres compétences même. Et là, on n'est plus dans le manque de confiance, mais même dans l'excès de confiance en soi, quoi. Ouais, on avait déjà discuté la dernière fois lors des derniers lives. Enfin, l'autre gros souci du syndrome de l'imposteur, c'est l'opposé, c'est le syndrome du super-héros. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire en Mm. entretien que d'avoir voilà, quelqu'un qui en face est convaincu de toutes ses qualités. C'est grâce à lui que tout fonctionne, c'est grâce à lui que le code marche et que voilà, le projet a pu aboutir. Je pense qu'on est sur des métiers, ou vous êtes en tout cas sur des métiers où il y a toujours besoin d'apprendre, d'enrichir ses compétences, ses connaissances. Alors c'est super d'avoir fait plein de choses, c'est top, mais il faut aussi voir un peu plus loin. Donc voilà, garder un peu d'humilité et pouvoir dire oui, le projet il a été à bout, mais c'était aussi peut-être un travail collectif. Peut-être que quand vous avez été face au mur, bah, il y avait un dev plus expérimenté qui vous a donné une petite astuce, qui vous a permis de passer à l'étape suivante, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Voilà, vous avez passé un niveau. Et je pense que c'est important aussi de bien garder ça en tête. Voilà, ce syndrome un petit peu de l'imposteur, c'est quand même bien, je pense, de l'avoir, mais il faut l'équilibrer avec celui du super-héros, trouver le juste milieu. Des paroles Si je pleines peux de sagesse. Ouais, je trouve Tout Si à aussi. je peux fait. me permettre, lorsqu'on arrive aussi dans une nouvelle équipe sur un projet et que il y a il y a une façon de faire de la personne la plus sachante, la plus senior qui l'a depuis longtemps, euh, et que vous codez un petit peu autrement. Ça marche, c'est bien, mais vous codez autrement et cette personne qui l'a depuis longtemps, déjà on ne sait pas si elle est bonne ou pas. En fait, vous ne savez pas quel est le niveau de cette personne, mais l'histoire fait qu'il est là depuis plus longtemps et qu'il va dire, on t'a pas du tout suivi les préconisations et c'est pas comme ça qu'on code. Et là, peut-être qu'on peut vraiment avoir une crise existentielle parce que j'ai des consultants qui l'ont fait à leur façon, en étant plutôt sûrs de ce qu'ils faisaient, pas spécialement d'accord justement avec peut-être des préconisations, donc en voulant en fait mieux faire. Et c'est là où on peut vraiment se poser des questions parce que la personne qui effectivement est dans cette équipe et est là depuis plus longtemps peut parler au client en disant ça, non mais ça va pas du tout en fait, on repasse tout derrière parce qu'il a pas fait du tout comme Mm. nous on voulait alors qu'en fait ça marchait bien aussi. Ouais. Donc là ça va vraiment être à votre manager, accompagnateur d'aller creuser, de justement encore une fois dédramatiser en disant mais tu sais tu ne sais pas comment cette personne code non plus. Peut-être que les précaux, si tu as décidé de faire comme ça, t'es pas d'accord. Et puis à nous après de faire, pas de médiatiser, je trouve pas les mots, de faire tampon et d'essayer vraiment de un peu qui a raison, qui a tort des deux côtés. Mais en tout cas, on peut avoir deux vérités, en fait, c'est ça que je veux dire.
Et par contre, s'il y a une crise existentielle en disant oh là là, ils m'ont dit que j'avais tué, enfin que c'était pas du tout le bon code et ils sont en train de tout réécrire, mais pourtant moi je l'ai fait de ma façon et ça marchait. Et bah c'est peut-être juste qu'ils ont leur façon de faire, qu'ils n'ont pas apprécié, et voilà. Alors, il y a pas mal de commentaires. Il y a Mad Games encore qui parle effectivement du fait que quand on voit une annonce, par exemple, qui dit qu'il recherche un débutant qui soit le mouton à 9 pattes alors qu'il est débutant et que t'as le poste, t'as l'impression aussi que bah, tiens, on m'a choisi alors que je suis junior et je maîtrise plein de trucs. Je pense qu'effectivement, ça peut gonfler l'ego. Et puis, il y a effectivement ce soutien qui nous parle que le syndrome du super-héros, comme tu parlais, Alexiane, il est souvent complémentaire du syndrome de l'imposteur. C'est souvent justement un syndrome de l'imposteur qui n'a pas traité. Et petit à petit, enfin, voilà, c'est un mécanisme de défense. Je trouve que c'est des points de vue qui sont assez intéressants. C'est pas une approche que j'avais trop moi de mon côté. C'est assez intéressant. Liwen qui nous parle des soft skills, on en a un petit peu parlé, qui sont aussi tout aussi importantes. Et je pense qu'effectivement, Bien sûr. on va pas forcément juger. Pour moi, le bon dev, c'est pas forcément celui qui est le meilleur niveau technique, c'est celui qui a par contre qui a une certaine intelligence relationnelle dans son approche du dev et dans comment il va travailler avec les autres, parce qu'on a tous des façons de faire différentes en tant que dev. Et pour finir un petit peu, par contre, sur moi, ce qui peut me provoquer une crise de confiance, en tout cas, ça me l'a fait à une époque, et je pense que c'est important aussi que les plus juniors d'entre vous gardent ça en tête. Parfois, vous allez assister à des talks, des meet-up, etc., sur des sujets techniques, et vous allez voir des devs qui sont surdoués, qui sont extrêmement forts. Je pense à Evan You, par exemple, le créateur de Vue.js, qui a 30 ans et qui a fait son propre framework de A à Z et qui a changé l'écosystème. Vous allez voir des talks de mecs qui, à 25 ans, maîtrisent déjà les concepts d'une façon extrêmement précise et avancée et vont pouvoir vous parler. Mais ces développeurs-là, c'est ceux qui, effectivement, signent à 200K chez Google, etc. C'est des gens qui, effectivement, ont beaucoup travaillé déjà pour arriver là, mais aussi qui ont certaines facilités pour appréhender des concepts théoriques du code qui sont rares. Et c'est pas ce qu'on demande en général au dev. On lui demande pas d'être le mec qui peut recoder Google, quoi. C'est pas ça. On vous demande d'être capable de livrer de la fonctionnalité, d'être capable capable d'analyser un besoin métier pour le transformer en code efficace, etc. Et il faut pas se baser sur ces personnes-là qu'on peut prendre dans l'exemple. C'est très bien de les viser comme un idéal et s'inspirer de ce qu'elles vous proposent, de comment elles abordent les problèmes. Mais ne vous comparez pas à elles, parce qu'effectivement, sinon, la crise de confiance, elle va être là. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, Antoine, de voir des gens comme ça qui t'ont. J'allais rebondir sur ce que tu dis, effectivement. Il y a plein de gens super inspirants, super doués, qui, beaucoup plus jeunes que nous, ont déjà fait beaucoup plus de choses. Et c'est sûr que ouais, tu te compares à eux et tu remets tout en question. Mais heureusement, ouais, faut garder les pieds sur terre. Aussi, se rappeler un petit peu de tout ce qu'on a fait. Je trouve ça aussi un petit peu rassurant. De temps en temps, tu vois, faire un petit récap. Tu te dis, bon, ça va, j'ai travaillé 3 ans dans telle boîte, puis ça fait 4 ans que je suis dans telle boîte, j'ai fait tel projet, j'ai vu tel techno, j'ai fait des choses et tout. Donc voilà, faut essayer de s'inspirer de ces personnes, mais pas d'essayer de leur ressembler absolument. Oh là là, Voilà. effectivement, je vois les phrases d'Alexandre dans le chat qui sont parfaites pour conclure un petit peu cette partie-là. Et la belle phrase aussi de Monsieur Soutien qui pour moi a beaucoup de vérité, le syndrome du héros, ça cache une fragilité. Je pense que c'est aussi ça, en fait c'est une façon aussi de masquer aussi un manque de confiance à soi sur certaines parties, et du coup on s'affirme comme étant bon, et pour éviter d'avoir à se remettre en cause aussi. C'est pas mal, on a bien abordé ce sujet. Je sais pas si le chat a encore quelques questions, et après sinon on va... Alexandre RH, mes poétesses à ses heures perdues. Oh là là. C'est beau. Alors, ça, niveau imposteur, je me sens tellement imposteur quand ma boîte me considère comme référence R chez eux. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, c'est intéressant. Ça trouve pas mal écho à des sujets qu'on avait abordés les précédentes fois. Le prochain sujet, par contre, on l'a survolé rapidement dans les précédentes sessions, et c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup parce que donc moi je sais que parmi vous il y a pas mal de développeurs qui sont en formation, et ce qui me marque, c'est que je vois beaucoup plus de développeuses qui interviennent et qui sont présentes aussi sur les streams et sur etc., que ce que j'en ai croisé dans ma carrière. Je pense qu'effectivement, j'ai rencontré via Twitch plus de développeuses que ce que j'en ai rencontré dans mes projets clients tout au long de tous mes projets. Donc ça m'a un petit peu marqué. Je sais aussi que c'est un sujet qui tenait à cœur à pas mal de personnes parmi vous. Liwen en a beaucoup parlé, par exemple, etc. Du coup, je voulais un petit peu aborder ces sujets, notamment parce que Alexiane et Eve, vous rencontrez beaucoup de candidates
et de candidates aussi. Je pense que vous aurez sans doute un avis intéressant sur le sujet. Mais on en est où? Est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques années, vous recevez plus de candidates qu'à une époque? Pour les postes de dev, hein, je parle bien. Peut-être que Eve aurait plus de recul là-dessus plutôt que moi, parce que voilà, j'ai pas encore Attention, le on recul arrive. sur les autres années, bien sûr. Ouais. Mais par contre, alors sur la partie dev, aujourd'hui, je rencontre quand même toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ouais. Autant on aura beaucoup plus de femmes sur les métiers fonctionnels, sur la chefferie de projet, des postes de product owner, de scrum master, et ainsi de suite. Sur la partie technique pure, voilà, il y a encore un travail à faire, je pense, mais c'est aussi une volonté dans les prochaines années, hein, de tendre aussi voilà, plus les métiers, le monde du dev aux femmes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire là-dessus, malheureusement. Moi, j'en vois pas beaucoup plus qu'avant, malheureusement. J'ai travaillé avec de très très bonnes développeuses. En tout cas, quand j'ai eu des consultantes dev, elles étaient excellentes. Donc, du coup, Par contre, ouais. c'est hyper agréable. En plus, enfin, tout le monde a envie de voir dans son équipe au moins une, deux, trois devs. Enfin, tout le monde a envie d'en voir plus. Et à chaque fois, les expériences ont été extraordinaires et les clients étaient très contents. J'ai vu un peu plus de reconversion chez des femmes plus âgées ces derniers temps. Donc c'est bien, c'est que c'est en train un petit peu de changer. Je n'ai pas encore vu la génération d'ingénieurs qui vont sortir et où il y a plus de femmes. J'ai encore des exemples plutôt d'ingés qui ont commencé en tant que dev et qui basculent tout de suite après le stage ou juste après sur un poste encore plus fonctionnel ou qui basculent. Donc, quelles sont les raisons de cela réellement j'aimerais le savoir. On va en parler justement. On va en parler. Mais par contre, tu vois, il y a quelque chose déjà qui me semble intéressant dans ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, on va pas avoir beaucoup plus de profils de femmes développeuses qui arrivent à ce milieu par le biais d'un diplôme d'école d'ingénieur. Parce que dans les écoles d'ingénieurs, les statistiques le montrent, il n'y a pas beaucoup plus de femmes qu'avant. Ça n'a pas beaucoup progressé. Par contre, je pense par exemple, la promo Open Classroom de Soon que je suis, c'est une quarantaine de personnes, je crois. Je crois qu'il y a bien 20 à 30% de femmes qui sont dans la promo et c'est un quota qui est largement supérieur à ce qu'on peut voir en école d'ingénieur, en tout cas sur les formations de dev. Et je pense qu'effectivement, comme les façons de se former sont en train de changer et qu'on change un petit peu des méthodes académiques d'origine qu'on pouvait voir où le parcours c'était tu as ton baccalauréat scientifique, puis tu fais ta prépa ou ton BTS, etc. informatique avant de passer plus tard dans l'école d'ingénieur. Comme finalement les développeurs passent moins en moins par ces biais-là qui sont effectivement moins communs chez elles, peut-être pour les raisons que Liwen a évoquées d'ailleurs, on va en parler, bah, du coup on voit un nombre de plus en plus important, en tout cas chez les juniors. Après, effectivement, en poste, ça c'est. Alors, il y a Liwen qui parle effectivement de l'orientation, où on ne mentionne pas aux jeunes filles tout ce qui est les métiers d'informatique, on oriente plus vers la santé, la biologie, les langues. Est-ce que, quand vous avez fait de l'orientation, par exemple, Alexandre, toi, tu es un peu plus en début de carrière qu'Eve, je pense que c'est plus récent pour toi. Est-ce qu'on t'a suggéré des voies techniques, des filières techniques? Non, absolument pas. Après, je pense que ça commence aussi dès le lycée, dès l'orientation au bac. On va retrouver les littéraires, les scientifiques, bon, les personnes qui sont au milieu, en économie, ce qui était mon cas. Et à aucun moment j'ai eu cette idée en tête, alors que pourtant, j'adore le milieu de l'IT, j'adore que ce soit l'informatique, les jeux vidéo, mais ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit. Et je pense qu'on a encore un travail à faire là-dessus. Alors, c'est prévu, que ce soit l'État qui veut mettre en place pas mal d'aides supplémentaires, qui veut aussi permettre un accès beaucoup plus tôt au code, donner des cours de développement dès le lycée notamment, de façon à montrer que en quoi ça consiste. Je pense que il y a encore un problème qui est fait, oui, au moment des études, et notamment, je pense, juste après le lycée, quand on choisit sa voie, qui
qui est pas toujours évidente. Et Par alors, contre, si je peux rajouter quelque vas-y. chose, je vois de plus en plus de femmes qui font des reconversions dans le milieu de l'IT. Donc ça, c'est voilà, la plupart des femmes que je rencontre aujourd'hui qui sont dans le dev ou autre, c'est des reconversions. Elles ont commencé parfois sur justement des métiers soit très scientifiques, soit à l'inverse du marketing ou du commercial, et qui après ont eu voilà, cette appétence complémentaire vers l'IT. Elles ont décidé de faire des formations, Open Classroom ou autres, pour venir un petit peu étoffer leurs compétences. Mais alors, par contre, c'est vrai qu'il y a déjà un facteur qui me semble important, c'est que moi, j'ai l'impression que la France, on est en retard par rapport à d'autres pays. Parce que déjà, je repensais effectivement, par exemple, au profil de développeurs que j'ai côtoyés dans des équipes. Bah souvent, c'était des développeuses qui avaient appris le dev. J'ai eu une développeuse qui était indienne, par exemple, avec qui j'ai collaboré. J'en ai eu beaucoup qui venaient des pays du Maghreb, par exemple, parce que c'est un petit peu plus accepté et qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour amener, dans les pays africains en général, il y a eu beaucoup d'efforts pour amener les métiers de la tech aux femmes. Beaucoup plus paradoxalement que ce qu'on a pu le faire en Europe. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà un facteur français qui est assez important. Je sais pas, Eve, d'ailleurs, tu as un background un peu plus international. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble avoir du sens? C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais maintenant que tu me le dis, les développeuses avec lesquelles j'ai travaillé avaient effectivement une double nationalité et venaient d'ailleurs, donc soit d'un pays, on va dire, nord, nordique, enfin, oui, enfin, je travaillais avec plutôt des Russes, femmes, des femmes du Maghreb, effectivement, et des Chinoises. D'accord. Si je peux Ok. me permettre, en fait, enfin, c'est pas, je peux me permettre, ce sont Non, des faits. c'est Ce sont factuel, des hein. faits. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, il n'y a aucun souci avec ça. Exactement. Et oui, peut-être qu'il y a effectivement un problème en France de base, Ouais. Effectivement, moi, s'il y aurait un pas jugement de trop valeur, pris. c'est sur le fait que le système éducatif français n'oriente pas du tout les femmes vers les métiers des Un sciences dures, stéréotypé. entre guillemets, comme on dit. Et ça, effectivement, bah, j'espère, comme tu disais, Alexandre, que ça va changer. Ouais, je pense. Ouais. Je pense, et voilà, heureusement, il y a quelques pays, et justement, les exemples que tu as sortis, Eve, sont vraiment les plus percutants. Enfin, que ce soit voilà, la Russie notamment, ou les pays du Maghreb, on se rend compte qu'on a aujourd'hui une grosse diversité au niveau des profils, on a beaucoup de femmes, et je pense que ça va être amené à changer. Et d'ailleurs, il y a pas mal voilà, de chaînes YouTube pour les gens intéressés, ou même de pages internet qui se lancent là-dedans. Je crois qu'il y a des chaînes, c'est Yes She Code, il me semble, la chaîne YouTube. Après, il y a Woman Who Code. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour les gens qui sont curieux, pour Ouais. aller voir un petit peu Et ce qui se passe quand on est une femme. pas mal d'associations aussi qui soient à la Aussi, fois ouais. les femmes du dev et les femmes dans la tech. Je crois qu'Eve, t'en connais aussi quelques-unes, il me semble. Non? Dans des associations? Ouais, je crois que tu avais travaillé avec des associations sur les femmes dans la tech, etc. Oui, exactement. En fait, je suis adhérente de la Digital 113, une association qui rassemble tous les acteurs du domaine numérique de la région Occitanie. Et il y en a pas mal, il y a pas mal de femmes. Il y a des grandes mathématiciennes qui ont ouvert leur start-up et qui font le même métier que moi, mais elles qui mettent les mains dans le cambouis et qui font des projets Mhm. clairement d'algorithmiciennes chez leurs clients et qui s'intéressent justement au domaine, enfin, à la place des femmes dans le numérique. Et du coup, la Digital 113 porte la femme dans le numérique depuis quelques années de manière, comment dire, enfin, sur laquelle il se focalise. Donc, si vous tapez femme du numérique Digital 113, Numéum sur Internet, vous allez avoir pas mal de podcasts de femmes qui justement sont soit dans le dev, soit dans le numérique en général. Donc vous allez avoir des podcasts d'un peu tout et des parcours différents, des obstacles différents. Ce qui ressort beaucoup, et ça n'a pas été mon cas, mais ce sont aussi des femmes un peu plus âgées que moi, qui sont dans le numérique aujourd'hui et qui ont vécu, on va dire, beaucoup plus de difficultés à devenir légitime, à enfin, au bout de X années, devenir directrice de la région, à enfin, au bout de X années, avoir une augmentation comparée à ses pairs. Et j'espère que c'est en train de changer. Mais oui, effectivement, que ce soit dans le domaine du numérique ou ailleurs, malheureusement, les femmes sont encore moins bien payées à valeur égale, à compétence égale, même nombre d'années d'expérience, etc., à un homme. Donc voilà, nous, on essaie vraiment de faire
des grilles salariales qui sont très éthiques et équilibrées. Euh, mais je crois que les statistiques mondiales, malheureusement, montrent le contraire, quoi. Encore. Oui, parce que c'est ce qui me semblait quand même dans les entreprises, notamment les ESN, maintenant il y a beaucoup de grilles de salaire standardisées qui normalement devraient Bien éviter sûr. ce genre d'écueil, en Ça théorie. prend, enfin, d'ailleurs, ça prend même pas en compte. Les seuls critères qu'on peut avoir dans ce type de grille, c'est évidemment le nombre d'années d'expérience et pourquoi pas les écoles en fonction voilà, de la formation, si on est vraiment sur une grosse école, voilà, Paris Tech et j'en passe. Mais c'est vrai que sinon, pour le reste, jamais. Moi, je trouve ça même en tant que femme, du coup, je trouve ça encore plus aberrant de savoir qu'on peut juger différemment voilà, un salaire pour un homme et une femme. Mais bon, si ça existe encore, malheureusement, c'est que la Et société je n'était pas pense que faite pour vous. c'est exactement. Je pense que ça existe Ouais. encore. Alors, il y a Kaya qui a mentionné tout à l'heure donc le cliché du dev geek qui se lève une fois par semaine, enfin un boutonneux, etc. Bon, c'est vrai que moi je pense que ce cliché il est en train de disparaître, mais c'est vrai que ça reste. Quand on pense à un dev, on visualise souvent un dev, Bien sûr. on visualise pas une dev. Ça, c'est vrai que c'est encore un cliché qui reste assez présent. Et bon, il y a encore pas mal de travail pour faire évoluer cette image-là. Et alors, j'avais une petite question pour vous, alors, qui est un petit peu délicate aussi, parce que c'est lié à ça, et je sais que dans le chat, c'est un sujet qui est sensible pour certaines personnes et qui est important aussi. Je sais que j'ai des amis qui voulaient travailler dans le dev, qui sont des femmes, et l'une des raisons qui est mentionnée souvent, outre le fait qu'effectivement tu vas te confronter à des développeurs masculins qui vont faire l'étalage de leurs connaissances, qui vont remettre en cause dans tes code reviews, qui vont te remettre en cause des décisions techniques, etc. En t'en disant attends, je vais te montrer comment on fait, enfin, du mansplaining classique, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se voit encore beaucoup. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà été témoin de ce genre de choses. Est-ce que c'est des problèmes qui ont déjà été remontés sur des projets dans votre connaissance? Eve, je ne sais pas si c'est des choses qui sont déjà Et été confrontées. Si, malheureusement. Alors, bon, encore une fois, est-ce que c'est absolument ce secteur-là et où les hommes qu'il faut pointer du doigt enfin, bon, c'est des sujets Non, un peu ouais. polémiques, un peu C'est pas difficiles, forcément hein. pour penser le secteur, c'est vraiment est-ce que les comportements des hommes qui sont problématiques, on les retrouve également dans notre secteur et est-ce que aussi, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que notre secteur peut-être commence à y remédier, c'est ça surtout ça moi qui va m'intéresser pour le coup. Tu vois. Est-ce que Alors, pour répondre à ta question, c'est arrivé plusieurs fois, donc Mhm. avec des suivis de mes collaboratrices qui en venaient à parler de harcèlement avec des témoignages, avec donc des choses réelles, concrètes et les choses qu'on peut mettre en place, mais c'est très simple, hein. Déjà, c'est de sortir le plus rapidement possible, de croire en ta collaboratrice et d'essayer de discuter avec les clients. Et c'est là où, quand tu dis est-ce qu'il y a des choses qu'on met en place ou pas, je, ne- je veux dire, on n'est pas la justice et j'ai pas les billes. C'est-à-dire que ça va être parole contre parole. Et dans une équipe où, on va dire, je sais pas, ils sont cinq, même le chef ou le client me dit quelque chose, un autre me dit quelque chose, il y a des témoignages de partout, chacun a un discours différent. Ah oui, donc ça remonte Et vraiment au-delà de la remise en cause des compétences. Là, on est vraiment sur un niveau qui est supérieur, quoi. bien sûr. oui, Ouais. oui, oui, effectivement. Alors, je comprends que oui, ouais, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Côté compétences, alors déjà, effectivement, c'est du tout ce qu'il faut faire pour accompagner quelqu'un. Et malheureusement, je pense qu'il faut être un peu plus forte pour dire non mais attends, mec, j'ai pas besoin. Enfin, moi je fais comme ça et je t'explique pourquoi. Donc ça déjà, faut s'armer un petit peu en tant que femme. Euh, mais même sans parler de ça, malheureusement, sans parler de compétences, ils peuvent parler de plein d'autres choses et l'intégration d'une femme dans une équipe de Scrum de 10 garçons, les blagues vont commencer à fuser. La façon de s'intégrer de notre développeuse va être pour le moment d'en rigoler, d'essayer de s'intégrer, etc. Et en fait, faudrait pas partir là-dessus et tout de suite un peu se défendre, parce que sinon, en fait, sur la longue, eh bien, on a accepté ce rôle-là qu'on nous a donné dans l'équipe. Et alors, les actions à mener,
j'en ai pas, à part faire de la prévention, à part Ouais, changer le c'est monde, ça. hein, comme on est en train de faire, quoi, comme on est Non, tous c'est de en la train de... prévention, de l'accompagnement, voilà, une fois sur le poste, c'est à nous aussi en tant que RH ou voilà le rôle de F de s'assurer que il y ait pas de soucis et surtout réussir à créer un climat de confiance où la personne peut se sentir à l'aise de nous faire remonter les soucis parce que ça commence par une simple blague et après ça peut devenir très compliqué. J'ai déjà vu des personnes en entretien qui vraiment des femmes qui étaient à bout de leur ancienne expérience parce que elles étaient dans un environnement où elles n'étaient pas écoutées, elles n'étaient pas valorisées comme il fallait et derrière, voilà, ce syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure arrive encore plus parce qu'on va se dire mince, ils ont peut-être raison, quoi. Peut-être que c'est pas ma place. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut essayer d'éviter, je pense, aujourd'hui. Je pense, je me permets de rebondir. Je pense que c'est rarement lié. Enfin, on va rarement, je pense, avoir de critiques vraiment sur la compétence de la développeuse en tant que telle. Je pense qu'il peut arriver, et ce que j'ai déjà malheureusement pu voir, c'est des petites remarques, tu vois, sur le physique, sur la façon de s'habiller. Mais ça, je pense que c'est malheureusement pas propre à notre milieu, mais plus Oui, de tout à manière fait. générale. Alors, il y a la Sociétal, question ouais. de Liwen qui est super intéressante. Est-ce que les RH sont démunis face à ce genre de comportement? Alors, c'est vrai que c'est difficile, par exemple, parce que si le problème il est dans l'entreprise du client et qu'en plus tu as une relation de subordination chez le client entre ta consultante et la personne qui est problématique chez le client, bah, t'as pas d'emprise en fait sur la personne qui est à l'origine, donc tu peux sortir la personne de mission rapidement, ça je comprends. Mais est-ce que vous avez des outils, vous, contre ce genre de comportement? Qu'est-ce que tu en penses, F, peut-être? Oui, ça nous est déjà arrivé, donc il faut essayer de remonter donc à la hiérarchie, jusqu'au système RH de nos clients. Donc c'est toujours très délicat en tant que fournisseur, partenaire, euh, avec nos consultantes sur place, etc. Euh, mais encore une fois, il faut plutôt dès le début, bien écouter sa consultante, voir si elle est partante pour dire que en fait c'est pas possible, il faut arrêter ça, donc on va y aller en one-to-one, enfin en face du client et discuter de ça. Est-ce qu'elle est OK? On y va. Quelles sont les actions que vous allez mener, monsieur le client, pour arrêter cette situation? Ah, moi je peux rien faire, ça va, c'est que des blagues. Et du coup, proposer écoutez, si vous pouvez rien faire, nous allons en discuter avec la direction RH de chez vous. Donc en général, ça fait un peu plus peur. La délicatesse, c'est de se dire, bon, bah, si je fais ça, on n'est plus partenaire, je perds ma part de marché, etc. Mais il faut vraiment aller au-delà de cette réflexion purement commerciale, se concentrer sur le bien-être de votre collaboratrice et, euh, et s'assurer que ça remonte. Donc, sur toute une autre histoire, ça nous est déjà arrivé justement de recevoir plusieurs coups de fil pour en fait une enquête sur le sujet de X, euh, à laquelle donc j'ai répondu et d'autres personnes ont été enquêtées et ont eu des questions auxquelles ils ont répondu. Et on a un exemple de personnes mises à pied. Mais Donc oui, il faut être courageux, Mais du c'est coup, tout. ça veut dire aussi qu'il y a aussi une volonté, genre, on sait que par exemple, il y a des entreprises qui sont mises en cause plus que d'autres. Je prends l'exemple dans le développement de jeux vidéo. Ubisoft a été mis en cause il y a 2 3 ans quand on est entré en phase MeToo dans le dev du jeu vidéo. Donc c'était une vague de dénonciation de comportements sexistes, voire de violences sexuelles et sexistes dans le milieu du jeu vidéo. Et il y a plusieurs acteurs autour du monde qui ont été pointés du doigt. On pense à Blizzard, etc. On pense à Riot Games, mais aussi Ubisoft en France, y compris les bureaux de Montpellier, par exemple. Euh, Est-ce que aussi, au bout d'un moment, si tu es une entreprise qui veut vraiment défendre ses valeurs, ça veut dire non seulement, effectivement, sortir ton consultant et remettre en question ta collaboration, c'est une chose, mais aussi prendre la décision quand on sait que l'entreprise avec qui tu pourrais potentiellement collaborer, elle a la réputation qu'il y ait des comportements à risque et problématiques en ses murs, de ne pas choisir de faire affaire avec tout simplement, quoi. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Ah oui, oui, mais ça, le même sujet que tout à l'heure Mm. avec un client juste
qui est pas du tout dans l'accompagnement, qui met des coups de pression et qui dit moi je vous vire si vous faites pas vos preuves. On a eu bon, une anecdote, un client qui aurait fait manger des spécifications fonctionnelles à un consultant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un client où tous ensemble, nous avons décidé et de sortir et de ne plus travailler avec cette personne. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que c'est pas tout le groupe qu'on a blacklisté. Il faut savoir que dans un grand groupe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Et donc, il peut y avoir des équipes où ça se passe bien et moins bien. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de généraliser et de blacklister tout un groupe, ouais. tout un nom. Ouais, Voilà. c'est sûr que si tu as une affaire dans une grande, dans une grande entreprise, etc., et que c'est un cas marginal, tu peux pas blacklister tout le compte. Ça, j'imagine que c'est compliqué. Après, par contre, une petite entreprise localement, ça peut se produire. Mais il y a effectivement des entreprises, par contre, qui ont cette sale réputation dans toute leur entité. Mais c'est vrai que c'est pas des grandes entités. Ça va pas être une banque, une assurance. Ça, c'est quand même plus rare que toute l'entité soit mise en cause. Alors, je relis un petit peu les questions. Moi aussi, je suis en train de lire. Ouais. En fait, c'est vrai que la question de Iwan, elle est intéressante. Elle pose la question est-ce que les entreprises ont, ont la marge de manœuvre pour pouvoir décider de faire du business de façon éthique sur ce sujet? Parce qu'effectivement, veut-on être responsable? C'est vrai que pour la consultante, c'est difficile aussi. Si tu te plains et que tu es responsable de la perte du client pour ton entreprise, tu lui as aussi causé une perte de chiffre d'affaires. Effectivement, ça peut être aussi culpabilisant pour la personne. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de complexité à ce sujet. Et je pense que les points que soulève Liwen sont assez intéressants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah après je pense que aucune société va réfléchir comme ça et encore moins une société de conseil. On va largement préférer perdre un client que perdre une collaboratrice qui sera dans une situation voilà, qui est pas du tout possible et vivable au quotidien. Donc Ok. bien sûr qu'il faut faire des choix et évidemment que l'humain sera toujours le choix prioritaire à l'argent, mais ça semble assez évident. En tout cas nous dans notre société, Bien. peut-être pas dans toutes, mais dans la nôtre. Je pense que justement l'enjeu c'est que ça devienne un message standardisé dans d'autres Bah, bien sociétés. sûr. Et effectivement, avoir quelqu'un comme Eve qui est une femme qui est très engagée sur ces questions, ça, bien sûr, j'imagine que ça doit être rassurant pour des personnes qui seraient recrutées parce qu'effectivement, tu sais que derrière, tu as quelqu'un qui te back up, quoi. Ça, c'est important. Complètement. Mais c'est vrai que dans d'autres. Moi, j'ai vu d'autres ESN où, effectivement, le responsable d'agence, c'est un homme, Codra ou Kenka, très classique dans sa façon de procéder, qui commence avec un mademoiselle quand tu arrives à l'entretien, et ton business manager, c'est un homme aussi. Et finalement, t'as que les RH qui sont des femmes, parce que t'as l'impression qu'on a aussi, quelque part, réduit le rôle de RH à un rôle féminin aussi. Et c'est un petit peu un problème aussi, quelque part, là derrière. Parce que moi, je sais que par exemple, dans ces entreprises dont je parle, les possibilités d'évolution du rôle de RH vers le rôle de commercial, elles étaient très limitées pour les femmes, par exemple. Et ça, c'est encore très problématique. Il n'y a que les RH qui nous soutiennent souvent, c'est vrai. C'est peut-être vrai, ouais. C'est aussi notre rôle, mais bon, après, voilà, je pense qu'on est tous là pour ça et il faut. C'est pas que le sujet des femmes, hein, ça, voilà, tout ce qu'on dit, ça marche aussi pour le harcèlement, le racisme et j'en passe. Donc, c'est pas toujours évident, il faut réussir, voilà, soit à trouver la réponse tout seul. Moi, c'est vrai que justement, je crois que j'en avais déjà discuté lors du premier live. Avant ça, j'étais consultante dans les métiers de l'industrie, donc rien à voir avec le monde de l'IT. Et du coup, voilà, je devais recruter des profils industriels, des techniciens de maintenance. Et quand j'arrivais pour visiter les usines, voilà, les hommes, parce que c'était souvent des hommes aussi dans ce milieu, me voyaient arriver. Ils se disaient, mais qui est cette petite jeune qui doit me recruter un technicien de maintenance? Et voilà, il faut réussir à dire au client, mais moi, monsieur, je suis pas là pour vous la réparer, je suis là pour trouver quelqu'un de compétent pour le faire. Donc, c'est un petit peu la même chose aussi dans votre quotidien. Il faut soit réussir à montrer ses compétences, tout simplement, ou alors, s'il n'y a pas de solution, il faut se tourner vers d'autres personnes qui seront évidemment là pour vous sauver. Bon, eh bien, écoutez, je pense que on a bien fait le tour du sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat sur cette thématique en particulier. Alors, je vais voir comment on va pouvoir le mettre en place, mais j'avais dit également qu'on prendrait peut-être une ou deux personnes en vocal qui voudraient réagir à certains des sujets et interpeller certains de nos invités sur les propos qui ont pu être tenus ou qui voudraient approfondir un petit peu. S'il y a des personnes qui sont intéressées du coup,
un, je les invite à se manifester dans le chat sur Twitch, et deux, de se rendre sur le Discord. Je viens de mettre le lien. Je les rajouterai à se manifester un petit peu dans les salons. Je les ajouterai à notre conversation et elles pourront effectivement poser quelques questions. Et puis, effectivement, si par contre vous pensez qu'on a bien creusé ces sujets, c'est déjà pas mal. On aura fait une belle émission avec des sujets qui étaient intéressants. Il y a, moi en tout cas, ce que je voulais vous annoncer pour les prochaines thématiques, on va traiter du sujet du handicap, parce que ça, je sais qu'il y a pas plusieurs personnes qui m'ont interpellé là-dessus, notamment suite à la première édition. Je pense que tu t'en souviens notamment, Alexiane, parce que tu avais été interpellé là-dessus, on en avait pas mal parlé. Donc on va essayer de voir comment on peut traiter ce sujet, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire, et c'est aussi beaucoup de complexité, même pour nous en tant que dev. Moi, parfois, je me sens pas forcément outillé pour collaborer sainement avec une personne qui peut avoir un handicap, parce que parfois, je serais juste perdu et j'aurais pas eu l'impression d'avoir la formation et l'accompagnement pour mettre à l'aise la personne en question et la traiter sans discrimination par rapport à son handicap, parce que c'est parfois pas si évident. Eh bien écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Il y a aussi trop peu d'enseignantes dans le dev, ça c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Bon écoutez, ça a l'air d'être bon. Merci à vous tous. Peut-être un petit mot de la fin. Antoine, on a moins parlé de sujet tech ce mois-ci. Est-ce que Ouais. tu voudrais aborder est-ce qu'il y a des petites choses qui t'inspirent et que tu voudrais aborder pour conclure? C'est vrai que ça a été moins tech aujourd'hui, mais après c'est un sujet important. Enfin, j'estime qu'il est important et qu'il faut en parler. Après, je me considère pas sociologue, anthropologue ou quoi que ce soit, mais ouais, après c'est juste une question après de bon sens là-dessus, à mon avis, et de sensibilisation également. Et ouais, s'il y a des femmes dans le chat, n'hésitez pas à aller dans les secteurs tech. Il en faut beaucoup. C'est toujours intéressant, même dans une équipe, d'avoir de la mixité. Je trouve ça même plus agréable de travailler avec une équipe mixte. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une développeuse sur ma première mission, c'était assez cool. Rien que pour l'échange et tout, donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, il en faut plus. Voilà pour moi. Alexandre, tu as un petit mot de la fin peut-être pour toi? Ouais, bon, écoute, je sais pas forcément quoi rajouter là-dessus. Comme d'hab, merci à tous pour voilà, vos questions. Vous avez été très actifs, comme depuis les 3 derniers lives, donc ça c'est plutôt cool. Et puis, non, je pense que comme vient de le dire Antoine, il y a encore un travail à faire, mais voilà, ça va s'améliorer, j'ai confiance. Et puis, oubliez pas que les RH sont là pour tous les sujets de toute façon. F, c'était un exercice un petit peu nouveau pour toi. C'est le format un petit peu interactif de Twitch, etc., avec les questions en direct. Et bon, je pense que les gens ont tous été unanimes sur le fait que tu as eu des choses super intéressantes à dire. Est-ce que tu voudrais conclure complètement cette émission? Parce que du coup, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir? L'exercice de la conclusion. Non, je voulais déjà tous vous remercier. Effectivement, c'est la première fois que je fais ça. J'espère vraiment que j'ai pu vous donner quelques billes. C'est des sujets où, voilà, vous avez vu que j'aimais bien parler aussi et on pourrait vraiment en parler pendant des heures. Donc voilà, si vous avez, je sais pas comment ça fonctionne, mais si vous avez des questions supplémentaires, j'imagine que vous savez où nous trouver. Donc voilà. Ouais, Et j'hésiterai pas à ouais. transmettre. Vous pouvez vous manifester aussi sur le Discord et je transmettrai s'il y avait des points spécifiques, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Très bien. Eh bien, Merci à tous. merci à tous, merci à toutes les personnes qui sont Merci. intervenues sur le chat. Et puis, on se retrouve donc le mois prochain. On va essayer de faire une édition en août. C'est compliqué avec les vacances des uns et des autres, mais je vous tiendrai au courant en termes d'invités, tout ça. Et puis voilà, le replay sera sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Voilà, passez une bonne soirée. Merci Eve, merci Alexiane, merci Antoine. Et puis Merci à tous. à la prochaine. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. Bye. Salut.